Je- Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Eric Bardot. J'exerce la profession de psychiatre et psychothérapeute à Nantes, directeur de l'Institut Mutis. Et ce soir, je vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre sur le thème Le corps du thérapeute comme boussole relationnelle au service de la thérapie avec Dina Roberts, qui est Bonjour, psychiatre et psychothérapeute à Saint-Rémy-la-Chevreuse, c'est bien ça. n'est-ce pas, et qui est une thérapeute expérimentée dans le monde de l'hypnose, des thérapies brèves, et ce que tu pourras partager, et aussi de l'EMDR, pas de l'EMDR, enfin peut-être, mais de la TLMR, excusez-moi, de la thérapie du lien et des mondes relationnels, et Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute à Bourges et qui est directeur adjoint de l'Institut Mémétis. Voilà. Donc, je vais vous proposer ben, de démarrer cet échange entre vous. Et avant, je vais vous rappeler que l'Institut organise un congrès au Sable d'Olonne les 19, 20, 21 mars 2026 sur le thème de la transe traumatique à la transe thérapeutique, la puissance du lien, avec un nombre important d'intervenants qui viennent États-Unis, Belgique, France, Suisse allemande, Italie, et dont Stéphane et Dina, vous pourrez les retrouver aussi au congrès. Voilà, et sinon, pour ce qui est de l'Institut, eh bien, vous pouvez toujours consulter le site et nos programmes de formation. www.mimetis.com. Voilà. Et maintenant, notre webinaire avec le corps du thérapeute comme boussole relationnelle au service de la thérapie. Mhm. La parole est pour vous. Bon, eh bien, merci Eric. Merci Dina d'avoir accepté de participer et qu'on puisse ensemble échanger, discuter, partager nos réflexions sur le sujet. Et puis, on vous remercie tous et toutes aussi d'être présents ce soir. Euh, voilà, il y a quelques temps, je me permets juste de démarrer, et puis bien sûr, après, l'idée c'est qu'on soit dans l'échange. Il y a quelques temps, j'ai proposé à Dina qu'on puisse animer, puisque c'est parti de ça, d'abord d'animer un webinaire ensemble, parce que euh, voilà, je trouvais que ça pouvait être intéressant qu'on échange. Suite à quelques discussions, on a des affinités communes et le sujet d'aujourd'hui en est un, sur la question du corps, la place du corps en thérapie de manière générale ce soir peut-être plus particulièrement s'intéresser au corps du thérapeute, mais pas que nécessairement, mais entre autres. Et c'est dit que ça pouvait être intéressant, voilà, de pouvoir faire cette expérience, de partager, de faire cette expérience ensemble. Et puis, petit à petit, à travers nos échanges, on en est arrivé à justement, c'est-à-dire ça pourrait être intéressant eh bien de discuter à cette occasion de la place du corps et du corps du thérapeute, comment le thérapeute peut apprendre à s'appuyer dessus, s'appuyer sur ses perceptions. C'est un vaste sujet et qu'on puisse, à travers cette thématique, eh bien aussi échanger, partager autour de nos expériences réciproques et réflexions sur le sujet. Donc, on est ravis voilà, de pouvoir faire ça en votre présence. Donc, merci Dina déjà pour commencer, d'avoir accepté de, euh, de- d'échanger sur la thématique. Euh,
Vraiment, c'est une question de démarrage. Dina, parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé, mais je pense que ça serait intéressant pour démarrer, qu'on puisse venir sur, te concernant peut-être plus particulièrement, ce qui t'a euh, amené, peut-être à travers ton expérience, ta pratique, petit à petit, peut-être déjà très tôt, je ne sais pas, c'est toi qui vas nous le dire, mais à t'intéresser à la dimension du corps, à la dimension corporelle dans la pratique thérapeutique, dans la pratique psychothérapique. Bah, C'est- déjà, merci. Oui, merci beaucoup à vous deux pour l'invitation et puis bonjour à tous. Bah, c'est vrai qu'en fait, très tôt dans le début de ma pratique, moi j'étais, enfin dans la pratique notamment en hypnose, moi j'étais encore interne en psychiatrie en fait quand j'ai découvert l'hypnose. Et du coup, il y a eu d'un côté l'apprentissage, on va dire, au sein d'un DU d'hypnose classique. Et puis je me suis assez vite intéressée aux autres manières d'entrer dans des états proches de l'hypnose et notamment en fait en allant à la rencontre d'artistes de spectacles vivants, Mhm. notamment des artistes de cirque. Et du coup, ça a été très tôt des interactions avec eux sur bah, eux, ce que ça leur faisait dans le corps. Et aussi, à chaque fois, c'était des échanges réciproques. Et du coup, eux me faisaient part de leur manière d'entrer dans des états proches de l'hypnose. Et du coup, je me suis très tôt intéressée à différents chemins pour se mettre dans ces états-là. Et j'avais moi d'une partie, c'était un peu le thème de mon, enfin, un des thèmes, on va dire, de ma thèse de médecine sur Mhm. l'hypnose en psychiatrie. Donc c'était l'hypnose en psychiatrie, mais en fait une des choses qui m'a le plus aidé à comprendre ce que je faisais en hypnose en psychiatrie, c'était ces échanges avec des artistes qui avaient un tout autre point de vue, on va dire, sur la manière d'entrer dans ces états. Et du coup qui me faisaient des retours quand moi je les accompagnais en hypnose. Alors, pas à visée thérapeutique, c'était dans le cadre de leur activité créative. Et Mhm. puis, moi, je m'intéressais aussi à comment développer en tant que thérapeute. Alors, d'abord pour moi, en tant que Oui. thérapeute, puis un peu plus tard, ça a été quand je formais des gens à l'hypnose, sur comment nous, on peut développer aussi cette capacité à être à l'écoute de ce qui se passe dans nos propres corps pour être à l'écoute de ce qui se passe bah, dans l'espace relationnel avec le patient, en fait. Mhm. Je comprends, je comprends. C'est intéressant si on partage un instant j'allais dire notre parcours. Pour le coup, moi, je dirais que euh, euh, au moins deux raisons m'ont amené à m'intéresser à la dimension corporelle. Euh, la première chose, c'est justement parce que dans mon parcours, moi, dans le cadre de mes études, si je m'en souviens bien, justement, ça a été, je veux dire, un manque, carrément un absent, même on pourrait dire un impensé, la place du corps, en tout cas dans mon expérience à moi, je ne veux pas généraliser, dans mon expérience à moi, justement, c'était une dimension qui était totalement absente. Je dirais même que le parcours que j'ai eu de manière académique a plutôt été un parcours dans la pure tradition du dualisme, je vais dire cartésien, c'est-à-dire il y a l'esprit d'un côté et le corps de l'autre. Et dans ce que j'ai pu comprendre de ce qu'on nous enseignait au démarrage, en tout cas dans ces premières années, c'était que justement le thérapeute devait justement apprendre à être dans quand on parle de neutralité bienveillante, dans une neutralité corporelle et presque nier ce qui pouvait se passer chez lui. Alors ça m'a intéressé parce que justement, il y avait cette absence et je ne savais pas quoi faire ou quoi en faire. Sur un plan plus personnel, mais évidemment, il est difficile de séparer les deux, j'ai envie de dire, aussi en tant que thérapeute, notamment quand on travaille à partir des éléments de ce qui peut se manifester chez soi. C'est que moi, dans mon histoire, je crois que j'ai longtemps appris justement aussi à nier, donc finalement à nier mes propres perceptions. Et je pense qu'en fait, quand je ne suis pas accusateur en disant que les enseignants ne voulait pas le faire ou ne le faisait pas, je pense que ça m'arrangeait bien aussi. C'est-à-dire de ne pas aller sur cet aspect. Et donc, c'est que moi, à mi-parcours, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, alors maintenant, ça fait quelques années quand même, mais ce n'est qu'à mi-parcours que c'est venu crier très très fort et que le corps a commencé à se manifester aussi en tant que thérapeute, en étant assez quand même démuni.
sur quoi faire parce que, y compris à titre plus personnel, j'avais passé beaucoup de temps, je crois, de manière volontaire, involontaire, en tout cas, à laisser s'exprimer ou en faire quelque chose, quoi, en tout cas, ou à en faire quelque chose. Donc, en tout cas, il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que euh, cette dimension, qui n'est pas une dimension exclusive de l'individu, en tout cas, est une part non négligeable, mais qui fait que, mais historiquement, bon, nous a pas forcément, en tout cas, quelque chose qui a été si facilement introduit au démarrage, c'est-à-dire la place, euh, la place du corps dans la pratique thérapeutique. En tout cas, en ce qui concerne, je dirais, la psychothérapie. Je ne dirais pas, il y a plein de formes d'approches thérapeutiques, et en tout cas dans le cadre psychothérapie. Euh, et je ne sais pas si c'est un sujet là tout de suite, mais ça aussi, c'est-à-dire bah, de faire en sorte de, en tant que thérapeute, euh, j'allais dire, de ne pas de nier l'existence, mais d'avoir conscience de ce qui se passe quelque chose en contact de l'autre et qu'on perçoit et qu'on ressent des choses. Euh, Moi, enfin, dans mon expérience, me montrait plutôt que ça avait tendance à euh, éloigner ou priver d'une espèce, je ne sais pas comment le dire, d'une espèce d'authenticité, puisque de toute façon, bah, il y avait une amputation, on pourrait même dire, enfin, une dissociation de toute cette partie-là. Donc, vous voyez, si on reprend un peu le démarrage et pourquoi on en arrive là, quoi. Moi, Aujourd'hui. c'est vrai que du coup, j'ai une approche un peu différente parce que moi, la première thérapie à laquelle je me suis formée, c'est l'hypnose. Mhm, Du coup, on m'a quand même assez vite dit qu'on me formait à une thérapie corps-esprit. Et il y avait effectivement pas mal de corporels très tôt dans le travail. Moi, c'était une formation où il y avait encore François Roustan à cette époque-là qui enseignait. Et donc, il y avait beaucoup le travail sur la présence. mhm, Et moi, je me rappelle que j'avais gardé en tête notamment la manière de, enfin, le fait que la présence, c'était une manière d'entrer en alliance avec le patient, tout ce qui était de l'accordage. Donc à cet endroit-là, on va dire que j'ai eu la chance de commencer par l'hypnose et du coup d'avoir ce côté-là. On va mhm, dire, bon, je venais quand même de médecine, donc on m'avait quand même mis beaucoup de choses dans la tête avant de me mettre des choses dans le corps. Mais disons que la partie thérapie a commencé avec ça. mhm, Et en même temps, j'ai appris beaucoup à cet endroit-là avec l'hypnose. Et en même temps, j'ai l'impression que je m'autorisais pas tout à fait. C'est-à-dire, je sais que par exemple, il y a certaines peut-être métaphores que j'utilisais avec les patients qui probablement aussi venaient à certains moments de mon ressenti, vraiment mhm, d'une rencontre intersubjective en fait entre le patient et moi, mais qui passaient aussi par le corporel. Mais disons que c'était peut-être moins conscient que ça ne l'est aujourd'hui. Et ouais, j'avais moins un travail vraiment choisi d'écoute corporelle de là maintenant, il se passe quoi dans mon corps quand je suis avec le patient. J'étais attentive à être présente, à m'accorder, etc. Mais j'avais pas cette même attention, je dirais, que j'essaye de continuer à développer aujourd'hui, de vraiment qu'est-ce qui change dans mon corps quand je suis en présence du patient et dans certains moments de la thérapie plus que d'autres. Et du coup, mhm, j'avais déjà pas mal travaillé dans différentes rencontres, justement. Il y a un moment où j'écrivais des articles pour la revue Hypnose et thérapie brève qui s'appelait Pas de côté, où c'était vraiment l'idée d'aller ouais, voir dans une autre discipline et de croiser un peu les expériences. Alors, à cet endroit-là, moi, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé, finalement presque plus que dans l'enseignement traditionnel de psychothérapie et même d'hypnose, dans dans qu'est-ce que je dégageais avec ma présence. Quand on avait discuté, je t'ai partagé notamment oui, avec les chevaux. Alors, pas dans le côté cavalier monté, mais dans la partie notamment au sol avec un cheval. Et quand on est en présence, alors ça doit être vrai avec d'autres animaux, hein, moi, là, je partage ce que je connais. Mais c'est vrai que par exemple, quand on est en présence d'un cheval, bah, on n'a que le non-verbal. Enfin, oui, ils peuvent répondre à quelques codes vocaux, mais enfin, globalement, c'est vraiment d'abord en non-verbal. Et du coup, il y a vraiment cette attention à comment le cheval réagit et en retour, du coup, qu'est-ce que j'ai pu envoyer moi qui l'a fait réagir de cette manière-là. Et c'est vrai que par exemple, ça a été des expériences un peu miroirs qui m'ont permis et qui continuent à me permettre de développer, on va dire, cette écoute de qu'est-ce qui se passe dans la relation. Alors là, avec un cheval, mais du coup, il y a le parallèle dans les relations avec les patients. oui, ce que je te remercie parce que ça me fait évidemment, ça va pas vous surprendre, mais ce que j'entends, c'est que
de toute façon, euh, il y a la question de ce qu'on en fait, mais ce qui est premier, c'est que de toute façon, le corps envoie des informations, envoie des messages. Euh, Lorsque nous sommes, et sachant que nous sommes éminemment en interaction, euh, je ne vais surprendre personne, et surtout pas vous, ni toi Dina, ni toi Eric, si on parle de corps relationnel, et que c'est quoi qu'il se passe, quoi qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, de toute façon, un certain nombre d'informations vont passer de toute façon, vont être présentes. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire ce qui a fait la différence, c'est ça, je l'observe, j'en avais conscience, mais après la question, effectivement, c'est ce que j'en fais, et c'est ça la grande question aussi, c'est-à-dire de manière plus consciente, c'est-à-dire ce que j'en fais, comment je vais m'appuyer dessus. Et ça c'est un vrai sujet parce que moi, j'ai beaucoup appris, je veux dire, à un moment, c'est-à-dire, en tout cas, les messages qui avaient pu être envoyés étaient que euh, tout thérapeute qui prendrait un instant appui sur ses ressentis serait l'ordre ensuite, et d'en faire quelque chose, serait l'ordre de la projection, en fait, par exemple. C'est-à-dire, euh, ça vient de toi et ça vient pas c'est pas ce qui se passe, alors que l'expérience nous montre, et aujourd'hui pleinement dans notre pratique, que c'est bien souvent ni chez moi, ni chez l'autre, mais justement de ce qui se passe, de l'interaction euh, entre l'un et l'autre, en fait. Et ça fait quand même une grande différence entre, bah oui, mais ça c'est chez toi que ça se passe, donc tu le gardes pour toi et tu n'en fais rien, ou alors ce que tu peux exprimer et partager de ton vécu, c'est quelque chose que tu projettes de l'autre. Alors que je me souviens, j'ai plusieurs exemples en tête où, par exemple, bah, je pense à une situation clinique avec une patiente, par exemple, où bah, effectivement, euh, elle me raconte, comme à d'autres occasions, en démarrage de séance, elle me raconte sa semaine, me donne quelques éléments de ce qui se passe, où elle en est, et je perçois chez moi, avec cette position comme ça, cette position décentrée, tout en étant, en même temps, tout en étant attentif à ce qu'elle est en train de dire. Une autre partie aussi est en train chez moi d'observer comment je rasie les effets que ça a, et je me sens complètement à la fois bloqué, plombé, fatigué. Je me vois presque marqué comme une marque d'inattention ou de désintérêt. Et euh, quelques instants après, et ça c'est ça que je trouve intéressant et incroyable, c'est-à-dire ce que le corps nous envoie, comme nous donne comme information, quelques instants après, elle commence à m'expliquer euh, à quel point elle se sent pas écoutée dans son travail, et à quel point elle y est sensible, et que ça la met clairement en difficulté. Et je trouve ça intéressant, incroyable que justement, comme si tout d'un coup, cette information, comme si le corporel, tout d'un coup, précédait le verbal d'une certaine manière. Et c'est Donc, vrai t'en prie. Ouais, c'est vrai que du coup, moi, plus je réalise la part que ça prend et à quel point ça peut nous aider, plus je me questionne sur qu'est-ce qu'on doit faire du coup en tant que thérapeute pour développer cette écoute-là. Parce que quand on se dit que c'est à ce point-là important, dans l'exemple clinique par exemple que tu décris, où en Hmm. fait on sent qu'il y a des choses qu'on peut sentir avant même qu'elles soient dites, on va dire, alors on peut se tromper bien sûr, faut faire attention parce que c'est pas non plus tout ce qu'on ressent qui est juste, mais en tout cas, quand on se rend compte à quel point ça peut apporter de l'information, c'est vrai que moi, enfin, je continue à me questionner sur tous les moyens de lever les blocages qui pourraient faire que nous-mêmes, déjà, on n'est pas, enfin, on n'est pas totalement présent à ce qui se passe dans nos corps. Parce que, comme tu le dis, dans nos formations, on n'est pas forcément, franchement, amené à ça. Et du coup, je trouve que
bah, ça peut être un souci si on débarque en tant que thérapeute et que bah, nous-mêmes, comme tout le monde, j'ai envie de dire au départ, on n'est pas, enfin tout le monde et notamment probablement tout le monde dans notre société aujourd'hui actuelle, on peut pas dire que la place du corps soit première, ou en tout cas le corps est très comme un outil. Alors soit on va le pousser à l'extrême dans le sport, soit on va en faire un outil de désir, un outil, mais c'est assez peu quelque chose auquel on prête attention dans la relation, autre d'une manière soit très sexualisée, soit très instrumentée dans l'effort, quoi. C'est quand même les manières les plus habituelles qu'on a de nous connecter à notre corps, alors qu'il y a tout un panel. Et dans d'autres sociétés, bah, alors, la méditation arrive beaucoup, et peut-être pas pour rien, dans nos sociétés actuelles et d'autres pratiques plus corporelles. Mais en tout cas, je pense que c'est vrai, c'était vraiment un peu un endroit qui nous manquait mais même j'ai envie de dire dans notre éducation en fait. Moi, je suis étonnée. Alors, je sais que ça change un peu aujourd'hui, mais que à l'école, on n'apprenne pas à être plus attentif à ce qui se passe dans nos corps. Ça amène d'ailleurs aussi à la maladie psychosomatique, etc. Et du coup, je trouve qu'on a bah, un peu à rattraper aujourd'hui. Alors peut-être il y a des choses à faire pour la suite, pour ceux à venir dès l'école, mais en tout cas, nous, en tant que thérapeutes, je trouve qu'il y a un vrai chemin pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire Mhm. pour apprendre à être plus attentif. Et je parlais de la méditation, c'est vrai que moi, j'étais allée faire 10 jours de méditation vipassana, alors j'avais jamais médité de ma vie à ce moment-là, donc c'était assez intense et direct, mais en tout cas, Oui, c'était 10 jours à méditer 10 heures par jour, à ne pas écrire, ne pas lire, enfin oui. uniquement dans cette pratique-là. Et c'est vrai que, mine de rien, ça a ouvert des portes. Alors, c'est assez direct et peut-être pas la manière, on va dire, la plus tranquille, je trouve, d'aller se connecter à son corps. Mais je me suis dit, ah oui, mais en fait, il se passe des trucs dans mon corps dont je n'ai aucune conscience. C'est-à-dire que, par exemple, à la fin de cette semaine-là, où tu es du coup au calme, il n'y a pas beaucoup de stimulation, etc. Je me rappelle que moi, j'attendais de savoir où j'allais aller en stage. Donc, quand j'avais récupéré mon téléphone après 10 jours sans aucune stimulation, je me rappelle avoir eu, par l'excitation de ce qui se passe, des nouvelles, etc., une espèce de sensation de vibrer des pieds à la tête, que d'habitude est présente, mais j'avais aucune notion que c'était présent parce que d'habitude, je suis stimulée par tellement d'autres trucs que ça, j'en ai pas conscience. Et ça m'avait vraiment fait une claque de me dire, ouh là là, mais en fait, il peut se passer ça dans mon corps sans que j'en sois consciente. Et je me Mhm. rappelle que pendant 2, 3 jours, en plus, j'avais fait ça en Thaïlande. Après, j'étais allée au Laos, il y avait des lumières partout, du bruit, etc. Et je me disais, mais comment je peux d'habitude me distancier de toutes ces sensations? Et du coup, je trouve qu'il y a un vrai apprentissage de comment on régule le fait de se connecter à son corps et de s'en déconnecter, parce qu'on ne peut pas non plus être surconnecté tout le temps. Mais mm, Bah, c'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est-à-dire on ne peut pas y être connecté, enfin, de fait, il est là et il s'y passe des choses, voilà. De là y être connecté en permanence. Je crois que vraiment, ce qui me paraît, en tout cas moi, ce qui me paraît important, c'est de signifier que c'est pas tant le corps et ce qui s'y passe, mais ce qui est intéressant et ce que j'ai appris. La pratique de la thérapie, c'est aussi la mise en relation. C'est-à-dire que euh, euh, d'observer les effets qui se produisent, les effets qui se produisent chez moi lorsque je suis en contact avec ce qui se passe dans notamment dans ce corps. Et c'est pour ça que vous voyez, quand on a mis Dina, quand on a choisi, en fait, on a beaucoup réfléchi au titre de webinaire. mm, euh, le risque de s'intéresser, évidemment, de s'intéresser au corps, le sien, l'autre, dans le cadre de la thérapie, le risque, c'est d'en faire effectivement. Le risque à l'extrême, ça serait d'en faire un corps utilisé, instrumentalisé. Euh, et on s'est beaucoup posé la question, et c'est la raison pour laquelle la boussole, en fait, était apparue comme une métaphore intéressante, c'est-à-dire lorsque je me mets en lien, en interaction avec ce qui peut se passer à cet instant dans le lieu de la rencontre, chez moi, par exemple, en termes de sensations, euh, le corps ou les réponses du corps, lorsque je suis en relation, en interaction avec, ces réponses ne deviennent pas tout d'un coup, c'est pas des réponses toutes faites. euh, c'est pas une vérité en soi. Sinon, je m'appuierai dessus et j'en ferai des interprétations, par exemple. Vous voyez. Euh, mais en fait, plutôt une direction et qui nous donne
des intuitions sur aller dans une direction ou aller dans une autre direction, mais sans en faire une certitude ni une vérité, puisque je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que à partir du corps et de son expression et de ses manifestations, c'est de se laisser guider aussi. Euh, Se guider évidemment à travers son propre corps et l'expression de ce que le corps de l'autre peut exprimer. Et c'est de cette interaction que tout d'un coup, des fois, on se dit, tiens, ça nous emmène sur une voie ou ça nous emmène sur une autre ou à poser telle ou telle question qu'on n'aurait pas imaginé si on était resté sur un mode purement réfléchi, intellectuel, analytique, sans prendre le temps de prendre appui, de s'appuyer sur, hein, par exemple. On voit bien, pardon si je te laisse la parole, mais euh, je trouve que justement dans le champ puisque c'est une des thématiques qui nous intéresse tous aussi, dans le champ du trauma, lorsqu'on dit que, bah oui, le corps peut, enfin je veux dire, je peux tout comprendre et aller, et intellectuellement, et pourtant le corps continue à exprimer des signes de détresse, de souffrance, d'insécurité, etc. C'est intéressant finalement de se rendre compte que c'est quand on met ces informations-là, ces informations corporelles, vous voyez, quand on les relie par exemple à un lien, un contexte, une situation, là, tout d'un coup, oui, va pouvoir émerger un sens et là, du côté thérapeute en particulier, permettre de dessiner et d'aider à dessiner une direction. C'est ce qui fait que parfois on nous demande, vu de l'extérieur, on nous pose la question de dire, mais qu'est-ce qui t'a amené à euh, aller dans cette direction-là ou proposer cette direction-là ou questionner de cette manière-là? Alors je sais qu'une réponse un peu facile et rapide et vite faite, se dire bah je sais pas, c'est mon corps qui c'est mon corps qui me dit, mais on sait bien que euh, c'est à la fois il y a du vrai dans cette réponse, vous voyez, il y a du vrai et en même temps euh, euh, c'est ce qu'on pourrait dire bah tiens il y a une part intuitive, mais cette intuition, moi on aime bien rappeler que cette intuition elle part quand même d'un sens aiguisé de l'observation, de comment cette observation vient me traverser, de ce que j'observe, comment ça vient me traverser, voyez, corporellement, et de cette interaction, voilà, que j'observe avec ce qui vient me traverser, voilà ce qui vient émerger à la pensée et qui va me donner ou proposer, enfin qui va m'amener à proposer une direction. Donc c'est pour ça que ça me faisait rebondir parce que quand tu dis bah oui, il y a aussi, c'est-à-dire on fait l'expérience de découvrir tout un tas de choses à l'intérieur de soi, au plus profond de soi, à travers des expériences telles et qu'on n'imaginait pas forcément. C'est ce que tu décrivais tout à l'heure à travers des expériences intensives de méditation. Et puis, il y a aussi après la question c'est pareil, faire l'apprentissage, alors je ne sais pas si c'est le terme de réguler, enfin en tout cas, d'en saisir les informations pertinentes au service de la thérapie. Bah oui, la sensation, moi, que j'ai par rapport à ces expériences-là, c'est que c'était un peu. Alors, on a effectivement moins aimé le terme d'instrument au sens instrumental, mais par contre, j'avais l'idée d'un instrument de musique qu'il Oui. fallait accorder, quoi. Et c'est vrai que je trouve que ces expériences-là, elles viennent comme aiguiser l'instrument au sens le rendre plus fin, pour qu'ensuite, dans l'interaction avec le patient, on soit sensible à des signaux plus subtils, quoi, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que moi, je pense à ces patients avec lesquels il nous parle de plein de choses et puis on ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une part qu'on peut dire consciemment et puis une part qui est quand même non consciente. La part corporelle, elle n'est pas très facile à décrire avec les mots, je trouve. On essaye d'en faire l'exercice aujourd'hui, mais c'est vrai que parfois c'est délicat parce que c'est le corps qui dit sans les mots. Hmm. Mais il y a ce truc parfois où les patients disent beaucoup de choses et on ne sait pas pourquoi il y a un mot ou une phrase qui, à ce moment-là, nous fait réagir. Et plus je travaille à être observatrice dans ces moments-là de moi-même et de la relation, plus j'ai la sensation que bah, ce qui me fait avoir l'info, alors parfois c'est le ton de la voix du patient, et je l'ai entendu, parfois c'est une crispation dans son corps ou quelque chose de visible, mais parfois c'est dans mon corps à moi
que mon ventre s'est noué au moment où il a dit telle ou telle chose. Mhm. Peut-être il y avait aussi quelque chose de visuel ou d'auditif dont je peux être consciente, mais parfois c'est quelque chose qui se passe un peu de corps à corps, j'ai envie de dire, où il y a une résonance dans mon corps au moment où le patient s'exprime sur un certain sujet. Et du coup, c'est plus mon esprit qui me dit, ah, ce sujet-là, c'est intéressant par rapport à la thématique dont il est en train de parler. C'est mon corps qui dit, là, il y a un truc plus intense qui se passe. Et là, il y Mhm. a quelque chose d'émotionnel. Et c'est à cet endroit-là que pour moi, c'est une boussole. C'est-à-dire que quand à un moment donné, à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a un truc qui dit dzz comme ça à un moment donné, je me dis, ah, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe particulièrement. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est l'endroit où je vais essayer. Parce que de toute façon, on fait que des essais-erreurs. Et parfois, on va tester un truc, puis c'est pas le bon endroit. Comme tu me disais, l'intuition, Oui. ça a ses limites aussi. Mais en tout cas, il y a ce truc de, à cet endroit-là, ça a attiré mon attention. Et du coup, c'est là que je vais ouvrir quelque chose, que ce soit une métaphore, que ce soit une question, que ce soit une proposition, peu importe. Mhm. Mais j'ai l'impression que les endroits où c'est des moments d'intensité émotionnelle, bah, c'est aussi d'abord dans nos corps de thérapeute qu'on arrive à les percevoir, en fait. Bah, c'est juste une petite remarque, juste avec par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, ça répond vraiment à la phrase, enfin, je veux dire, à la phrase et la citation célèbre. Ça me fait penser à Bateson quand il dit l'information, c'est la différence qui fait la différence. Mm. Euh, Bah, justement, dans ce que tu décris, c'est que, si j'ai bien compris, c'est que parfois, il y a un moment où il y a quelque chose de différent, Mm. justement une information qui va, ou en termes d'effet, d'impact, ça va résonner davantage dans son contenu ou dans sa forme, dans sa vibration, je ne sais pas, Mm. l'intonation, et que, euh, je veux dire, quand on dit on perçoit pas des choses, mais enfin en tout cas on perçoit pas des choses, mais on perçoit des relations, évidemment c'est la mise en interaction tout d'un coup qui peut se faire de manière très, très vive et spontanée, et de cet élément qui est différent, qui est discriminé, enfin qui est différent d'un autre, qui tout d'un coup nous amène à nous guider. Tu vois, je me dis, même si j'en ai parfaitement conscience, mais j'aime bien me dire quand même que c'est un sacré travail quand même ce que tu décris. C'est un quand même, parce que faire preuve de présence, d'incarner, on va dire incarner la présence, au-delà bien sûr des effets que ça peut produire, et on le sait, au contact de l'autre, mais incarner cette présence, c'est un sacré, je ne sais pas comment dire autrement, que ça nécessite un sacré lâcher-prise. euh, voilà, c'est-à-dire un sacré lâcher-prise au niveau de ses propres représentations, notamment, pour pouvoir développer cette position, cette incarnation, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire cette posture d'ouverture à l'autre, mais aussi à soi-même, qui va permettre de repérer, de discriminer ces petites différences qui pourraient être de l'ordre de l'indicible a priori. Et tout d'un coup, c'est comme si le corps se mettait, quand tu disais un instrument, se mettait au diapason et qu'on peut percevoir la moindre nuance, euh, euh, un peu comme en musique, quoi. Tout d'un coup, quand il y a un silence, une demi ou un quart de silence, où ça peut paraître infime, mais que tout d'un coup, quand on y est attentif, on va dire le corps, à cet instant, nous donne cette information qui marque la différence. Donc ça nécessite quand même, je reviens là-dessus, ça nécessite quand même un apprentissage chez le thérapeute, euh, d'accepter de mettre un instant, peut-être d'une certaine manière, pas se dégager et pas retirer ou faire fuir, ou j'en sais rien, tout son savoir, son expérience, mais de le mettre à sa juste place à cet instant pour laisser une ouverture à ce que le corps puisse recevoir ces informations-là, hein. On en parle comme si, hein, mais Mm. c'est pas si, ça demande un long Bah, apprentissage. ouais, Justement, justement, Dina, puisque tu as fait cette expérience de 10 jours, mm. est-ce que c'est de lâcher prise dont il s'agit ou au contraire de faire l'apprentissage de prendre appui sur une autre base perceptive? Alors effectivement, moi, la question du lâcher-prise, je me pose un peu la question. Enfin, en tout cas, je me demande souvent, enfin, c'est- qu'est-ce qu'on met exactement derrière? C'est vrai que C'est une bonne question. il y a le lâcher-prise par rapport aux représentations.
au monde des représentations. Ça, c'est vrai qu'il y a un moment où on est obligé de lâcher parce qu'au début, dans les premiers jours, on s'accroche à des idées et on devient un peu dingo au départ. C'est-à-dire que l'esprit part d'un truc à l'autre, d'une pensée à l'autre. Et je dirais que c'est vraiment plus une redirection de l'attention. C'est ça. Et donc de rediriger au départ l'attention qui va vers la pensée et de la rediriger vers le corps. Et en fait, en tout cas dans cette technique-là de méditation, on ne fait quasiment que du scan corporel, c'est-à-dire c'est uniquement les sensations présentes dans le corps. Et du coup, je dirais que c'est avant tout une direction de l'attention, qu'on accepte du coup de lâcher les représentations, les pensées, les idées pour être juste dans qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Mm. Et j'ai des souvenirs de moments. Je me rappelle, il y a une certaine heure, toujours à la même heure, où il y avait des criquets ou je sais pas quoi qui se mettaient à faire le même son. Et il y avait vraiment une espèce de sensation dans le corps de s'accorder, pour le coup, avec ce son-là. Et ça vibrait dans le corps, pas que dans les oreilles, quoi. Quelque chose comme ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ce qui a rendu ça enfin, possible pour moi, c'est le moment où j'arrivais à remettre mon attention dans le corps, dans le corps, dans le corps. Et donc, en fait, lâcher prise, en même temps, ça a resté quelque chose d'assez volontaire quand même, d'empêcher l'attention de partir ailleurs Oui, pour qu'ensuite elle puisse, je sais pas comment dire, mais effectivement, il y a quelque chose qui se lâche, mais on lâche pas prise. Je sais pas comment le dire vraiment, mais on décide pas de lâcher en fait. Au contraire, on attrape et on attrape la sensation presque. En oui. tout cas, on met le zoom, on va dire, sur les sensations. Et à un moment donné, on plonge dans l'expérience. Et ce truc du flow qui est décrit, du flow corporel, c'est vrai que quand on se met à se scanner corporellement et qu'à un moment donné, ça vibre des pieds à la tête et qu'on n'est plus à un endroit précis parce que la sensation se fait et se fluidifie Oui. et est en mouvement, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se lâche. Mais je dirais que c'est pas une action volontaire pour que ça se lâche. Mm. C'est intéressant quand je trouve, quand tu évoques ce moment, des fois quand tu dis, voilà, tout d'un coup, ça devient une expérience qui est pas forcément à un endroit en particulier, mais comme ça, qui se généralise. Je trouve que c'est dans les moments qu'on perçoit comme les moments j'allais dire, d'accordage, de co-régulation ensemble, vous voyez, quand on est vraiment, enfin au minimum, quand deux personnes sont vraiment connectées l'un à l'autre, c'est-à-dire quelles que soient les expériences, enfin quel que soit le contexte, des fois quand on fait cette expérience d'être connecté, euh, c'est, je trouve que c'est vraiment ça qui se passe chez nous, à un moment, que d'un coup ça s'inscrit, ça se globalise et c'est dans certains diraient même, enfin je pourrais même dire, c'est tout d'un coup un moment d'exception, quoi, bref, enfin, d'émerveillement. C'est ça qui fait, je trouve, et qui participe aussi à la beauté des échanges et des rencontres qu'on peut faire dans le cadre de notre travail de thérapeute. C'est, ça vient nous toucher à ce moment-là. J'allais dire, ça vient nous toucher en plein cœur enfin, en plein cœur, en plein ventre. Euh, la conscience, tout d'un coup, n'est plus une conscience intellectuelle, quoi. Bah, on prend souvent, là je vais être un peu banale avec l'image de la danse, mais il y a vraiment quelque chose pour moi à cet endroit-là, Ouais. de la danse, à un moment donné où c'est plus ni l'un ni l'autre qui guide, et où c'est la musique, et donc là la musique de la thérapie en l'occurrence, la musique de la relation, je ne sais pas trop comment le dire, mais qui à un moment donné porte le patient et le thérapeute et remet en mouvement. Et comme il y a quand même pour moi avant tout ça dans l'idée de la thérapie, de quelqu'un qui est bloqué et qu'on remet en mouvement. C'est vrai que dans cette relation-là et dans cette danse avec le thérapeute, il y a ces moments de grâce où ça se remet en mouvement et on ne sait plus trop qu'est-ce qui nous fait danser, quoi. Et c'est vrai qu'on utilise souvent Mm. cette image, mais moi je trouve que c'est une qui est très parlante pour ce qui se passe dans ces moments de thérapie. Je voulais ajouter une chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, justement, sur ce que ça requiert chez le thérapeute, le lâcher-prise et la question de l'apprentissage. Et je trouve qu'il y a autre chose aussi, en tout cas, c'est la question du soin du thérapeute. Parce que mine de rien, c'est pas rien de se laisser traverser par tout ça. Et c'est vrai que je trouve qu'on ne le dit pas assez, tout ce qu'il faut faire en tant que thérapeute pour continuer à aller bien et continuer à pouvoir être disponible. Et moi, enfin, je sais qu'aujourd'hui, j'envisagerais pas de pouvoir travailler
bah déjà sans supervision, ça c'est une des choses, sans travail personnel à certains moments. Et je parlais des chevaux tout à l'heure, je sais que moi, pas Oui, tous les jours, mais une bonne partie des jours, je vais sur l'heure du déjeuner monter à cheval et que c'est pour moi l'équivalent d'un moment de méditation et c'est des moments de me reconnecter pour le coup à mon corps et je trouve que ça, enfin je ne sais pas comment font les thérapeutes qui n'ont pas ces espaces-là parce qu'effectivement, c'est un immense plaisir de pouvoir danser comme ça avec les patients, mhm, mais ça demande d'être très disponible. Et je trouve que quand on est vraiment présent à ce qui se passe dans nos corps et qu'on le redépose pendant la thérapie avec les patients, finalement, on part avec moins de choses dans nos corps. Donc finalement, ça se passe mieux, on va dire, à la fin de la journée si on est plutôt connecté que complètement dissocié. oui, J'ai fait une expérience récemment qui était assez intéressante. C'était, je donnais une formation et tu sais, on fait ces moments de jeu de rôle. Et donc, je devais faire une mhm, démonstration et j'ai demandé à quelqu'un de venir jouer le rôle de sa patiente. Et on fait ce qu'on fait aussi en formation inter-LMR, cette idée de mettre le masque du patient et de laisser tout le monde du patient traverser le thérapeute. Et là, c'était une thérapeute qui a été très, très étonnée d'avoir été traversée par autant de choses. Et en fait, ça lui a fait ressentir et ça a fait ressentir à tous les autres du groupe de formation à quel point, même quand on n'en est pas forcément conscient et qu'on n'y passe pas tant que ça, bah en fait, dans son corps à elle, était inscrit un nombre de choses du corporel de la patiente assez bluffantes. C'est-à-dire qu'elle-même, elle était complètement figée à un moment donné, elle ne pouvait plus bouger, etc. Et c'était des choses qui appartenaient à la patiente, qu'elle avait autorisé que ça la traverse pendant ce moment-là. Mais ça veut quand même dire que tout ça, elle l'avait ancré dans son corps et elle avait les infos. Et du coup, je trouve que c'est important d'en avoir conscience pour aussi pouvoir s'en déconnecter quand on rentre chez soi, quoi. Et je pense que d'être conscient que notre corps se met au service de ça, c'est aussi pouvoir redéposer les choses trop lourdes qui ne nous appartiennent pas et avec lesquelles on n'a pas forcément envie de partir chez nous le soir. Sauf si tu veux poursuivre, mais ça me fait penser à deux choses. Ça nous amène à la question à la notion de ce que nous, bien sûr, sur lequel on s'appuie beaucoup, la notion de monde relationnel et que le monde relationnel, je veux dire, chargé enfin, des diverses relations et interactions qu'une personne peut entretenir, et y compris en lien avec son, évidemment, en lien avec son histoire, et comment aussi en thérapie, on participe nous-mêmes au contact du monde relationnel du patient et notre propre monde relationnel qui s'invite, eh bien, je veux dire, ça participe en temps réel aussi à avoir un effet à venir modifier aussi par l'expérience thérapeutique nos mondes relationnels communs et pour tout ça pour dire que comment le corps, je veux dire, comment le corps évidemment garde en mémoire, je veux dire, l'expression, voilà, un plan, ça peut être un plan sensible, sur un plan moteur, sur le plan de l'affect, je veux dire, le monde relationnel qu'on habite. Euh, donc ça, c'est un élément, c'est une première chose. Et puis, j'ai été sensible à ce que tu as dit aussi. Euh, Comment font les thérapeutes, voilà, qui n'ont pas, par exemple, d'espace où ils peuvent se connecter ou se reconnecter aussi à d'autres choses, être en lien. Et euh, bah, on sait bien une des manières d'impacter, c'est quand dire se dissocier, c'est-à-dire ou soit être dans l'évitement de ses propres perceptions, propres ressentis, l'évitement ou chercher à être dans le contrôle. Beaucoup de thérapeutes, quand on partage, disent je dois, il y a quelque chose qui me traverse, que je ressens, si on utilise des mots simples, hein, dire tiens, je ressens quelque chose au contact de mon patient lorsque je suis en séance dans ce qui est dit, dans la manière, que ce soit sur le plan verbal ou non verbal, eh bien, euh, je cherche à faire quelque chose de ce qui se passe chez moi. C'est-à-dire, quand je dis je cherche à faire quelque chose, c'est plutôt que d'abord de commencer, et moi, c'est quelque chose que j'ai appris, qui paraît simple avec des mots en l'expliquant, mais qui demande beaucoup aussi d'apprentissage, c'est de commencer déjà par se faire l'expérience, d'accepter de se laisser traverser, y compris par l'inconfort.
Ça, c'est ce que j'ai appris au contact, en particulier évidemment, d'Eric et l'apprentissage de la TLMR. C'est commencer par se connecter aux effets, notamment aux effets dissociatifs chez soi, au contact de nos patients, et en particulier les patients qui naviguent dans des mondes traumatiques. On en fait l'expérience qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas. Donc, de commencer déjà par se connecter à ces effets-là, et ensuite, de ces effets, eh bien, pouvoir en faire quelque chose, n'importe la forme que ça peut prendre, soit sous forme de travail d'externalisation ou peut-être à travers une question qui est une forme externalisante aussi. Ça permet, non pas dans le but de se protéger et de s'empêcher de percevoir, de ressentir et d'être en contact avec l'autre, bien au contraire. Ça permet d'adopter une position qui va être une manière comme un facteur de protection pour pouvoir continuer à être encore mieux à l'intérieur, c'est-à-dire continuer encore mieux à l'intérieur d'être dans la relation à l'autre. Donc je trouve que à la fois, évidemment, il y a ce que tu décris, et puis il y a la manière aussi de comment le thérapeute peut apprendre en temps réel à l'intérieur d'une séance de thérapie, euh, se, se décentrer, on pourrait dire, euh, mais pour pouvoir se décentrer, ça nécessite justement ces apprentissages de présence et de centration qu'on peut expérimenter, qu'on a pu apprendre dans d'autres contextes. La méditation, le contact avec l'animal, la danse, la musique. Euh, pour ma part, les arts martiaux m'ont aidé à expérimenter justement ces états-là, notamment. Ouais. Mais c'est ce que tu dis, moi, une des choses, j'ai l'impression qui me bluffe de plus en plus, on va dire, c'est quand on utilise justement ce que tu décris là sur l'inconfort, Ouais. quand il y a des moments comme ça d'inconfort, que nous-mêmes on est dissociés, c'est vrai qu'avant je savais pas quoi en faire. Soit je me rendais pas compte, soit je m'en rendais compte, mais Mhm. j'ai des souvenirs d'être pris d'un froid glacial quand j'étais aux urgences avec des patients Ouais. psychotiques hyper mal et j'étais mais gelée et je savais pas quoi en faire. Je savais que dans certains moments et notamment les moments les plus tendus, etc., il y avait cette espèce de froid glacial et je le remarquais, mais enfin je savais pas très bien quoi en faire. Et avec l'apprentissage et notamment l'apprentissage que je fais avec vous aussi, le fait de pouvoir notamment externaliser, moi j'ai été très bluffée de la manière dont les patients réagissent à ça. Parce qu'au départ, je me disais, l'inconfort du thérapeute, enfin quelque chose qui vient de là et qui est partagé au patient, comment le patient réagirait avec ça. Et en fait, je suis extrêmement touchée de la manière dont les patients, euh, je sais pas, je pense à une patiente que je Mhm. vois, avec qui vraiment j'avais la sensation de ne pas pouvoir m'approcher d'elle. Et quand elle parlait, il y avait vraiment des moments où je ne comprenais plus rien de ce qu'elle racontait. Et avant, j'aurais essayé de me reconnecter, d'être attentive. Et là, je suis rentrée là-dedans. Et du coup, je lui ai partagé cette image. Alors, je sais plus exactement, mais c'était quelque chose de l'ordre d'un brouillard épais. Et je lui ai partagé qu'il y avait ce brouillard-là qui faisait que il y avait une partie de mon attention qui était prise par ce brouillard. Et la manière dont les patients, à ce moment-là, quand ça tombe juste, je dis pas qu'à chaque fois ça se passe comme ça, mais quand même assez souvent, il y a ces moments où, à un moment donné, les patients disent, ah bah oui, mais c'est là-dedans que je suis, ou en tout cas, ils retravaillent eux-mêmes l'image, et ça devient quelque chose qu'on peut regarder ensemble. Et ça, c'est vrai qu'au lieu d'être pris tous les deux, patients et thérapeutes, dans la dissociation, de pouvoir, nous, on va dire, faire ce pas d'aider le patient à la regarder pour s'en décaler un petit peu, c'est vrai que je trouve que enfin, c'est quelque chose qui est souvent un levier en thérapie pour, et c'est souvent ces moments-là d'ailleurs où, en termes de proxémie, on redécale sa chaise et on se rapproche du patient et on se met à regarder le mur qu'il y avait entre nous, par exemple, ben, on le regarde ensemble, le mur, ou la montagne, enfin, combien de fois il y a des images comme ça qui viennent, et c'est vrai que, surtout dans les débuts de thérapie un peu compliqués, les images, elles viennent pas forcément tout de suite du patient. Et moi, Mhm. j'avais la sensation parfois d'être bloquée en hypnose quand bah, le patient, l'hypnose dans sa tête et lui qui nourrit l'hypnose, c'était pas facile. Et c'est vrai que quand on commence par travailler sur tout ce qui fait obstacle à ça, d'une manière parfois métaphorique et finalement assez hypnotique, mais je suis très bluffée encore de la manière dont ça permet de se connecter au patient, ça permet de se rapprocher. Et c'est touchant en fait, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que
enfin, enfin, souvent, hein, encore aujourd'hui, je me dis, mais je vais quand même pas partager ce truc-là, c'est quand même trop bizarre. Et en Mm. fait, quand on le fait, il y a quand même beaucoup plus de fois où ça permet d'avancer et de débloquer que de fois où ça bloque plus. Ça arrive, hein, mais je trouve que c'est quand même pas si souvent, étonnamment. Ben, oui, effectivement, et ça dit bien voilà, ce qu'on commençait à évoquer au début, c'est-à-dire comment nos propres représentations viennent nous bloquer, nous autoriser dans la représentation qu'on peut avoir de ce que euh, la représentation, oui, qu'on peut avoir de ce que doit faire ou peut faire ou pas faire ou a le droit de faire ou pas un thérapeute. C'est-à-dire que et finalement, l'expérience, ça, c'est du concret, ce qu'on est en train de raconter, c'est-à-dire c'est au contact de nos patients. C'est-à-dire l'expérience nous montre que bien au contraire, c'est-à-dire que à partir du moment où, un moment, on fait l'expérience d'être dans le partage, voilà, à travers ce qui a pu nous traverser et que ça puisse prendre la forme, par exemple, comme tu le dis, à partir de sensations et comment la forme que ça peut prendre, y compris une forme métaphorique, comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, eh bien, tout d'un coup, vraiment, cette expérience, on est véritablement à ce moment-là dans une expérience qui est partagée, c'est-à-dire, elle est partagée, fruit de l'interaction entre deux, et les effets positifs que ça peut avoir, puisque, je veux dire, dans tous les cas, tout d'un coup, ça devient une information pertinente sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, mais ensemble. Euh, et, euh, et on voit à quel point, je veux dire, c'est bénéfique pour le travail thérapeutique, donc pour aider la personne, évidemment, à avancer, à cheminer, à quel point c'est thérapeutique, parce que tout simplement aussi, je veux dire, euh, la personne, le patient, fait l'expérience au contact de quelqu'un d'autre qui est en capacité, par exemple, dans l'exemple que tu donnais, de pouvoir dire, voilà ce qui se passe chez moi et ce qui peut me gêner, me mettre en difficulté ou me bloquer là à cet instant, et de pouvoir le partager en d'effets, etc. Donc, servir de modèle. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait effectivement ensuite ensemble. Parce que sinon, ça ne voudrait pas dire, on n'est pas en train de dire, bien évidemment, on n'est pas en train de dire. Non, parce ce qui est important, c'est que le thérapeute, il se connecte à lui-même et que quand il se passe un truc chez lui, il y va. Et puis, déjà, c'est pas tout à fait ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que, est-ce que c'est en lien aussi, est-ce que c'est congruent avec ce qui est en train de se passer? Et donc, vous voyez, il y a aussi une question de timing aussi, dans ce que la manière, et quand tu disais réguler, bah, en fait, voilà, est-ce que, est-ce que tout est dit et tout est partagé à n'importe quel moment? Bah, il semblerait que non, mais il y a des fois où l'information, tout d'un coup, devient comme une évidence. Et là, oui, plutôt que de se débattre avec et de se dire c'est mon problème, ça ne regarde que moi, alors là, oui, tout d'un coup, et en plus, ça devient intéressant parce que je trouve qu'on envoie comme message aussi dans ces cas-là, c'est-à-dire en s'autorisant à être dans quelque chose d'authentique. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus authentique que de dire ce qui nous traverse? Je ne sais pas, c'est vraiment, ça, c'est une marque d'authenticité, d'être juste transparent, c'est-à-dire de partager véritablement ce qui se passe chez nous. Je trouve que ça envoie un signe aussi je trouve une marque, un signe de confiance euh, voilà, en direction de l'autre, et disant, ah, bah, vous aussi, il se passe des choses. Vous aussi, il se passe des choses chez vous, tout comme il se passe des choses chez moi, et euh, bah, vous apprenez, vous autorisez, et d'une certaine manière, de manière implicite, et après on peut l'expliciter, vous m'apprenez à faire de même. Et on sait à quel point, notamment en particulier auprès des patients, notamment des patients, on va dire, sauf qui sont traumatisés, de traumatisme, euh, cette capacité, je veux dire, à pouvoir soi-même faire preuve de présence, de régulation, de partager, de partager ce qui nous met nous-mêmes, des fois, en difficulté, y compris en termes de ressenti et de perception, et on sait à quel point ça va participer à co-construire ensemble une relation de confiance et
favoriser autant que possible, hein, je veux dire, en tout cas faire émerger, il y a peut-être un peu plus d'expérience de sécurité, euh, j'allais dire chez le patient, mais aussi chez le thérapeute à cet instant, je trouve. Donc, Ouais. Tout à l'heure, quand tu parlais des représentations qu'on ouais. a en tant que thérapeute de ce qui se fait et ce qui se fait pas, et tu sais qu'on en a beaucoup. Alors en tant que psychiatre, je sais pas si c'est pas encore pire qu'en tant que psychologue, mais en tout cas, moi, il y avait un truc et justement qui concerne le corps, qui était très très présent, c'était un psychiatre, ça touche pas son patient. Alors j'avais des subterfuges en hypnose, j'imaginais dans ma tête en hypnose que je touchais le patient, par exemple, pour le sécuriser, mais je le faisais pas pour de vrai parce qu'un psychiatre, ça touche pas son patient. Et c'est vrai que ça de pouvoir lâcher cette croyance-là, par exemple, pour pouvoir aussi aller vers le toucher à certains moments. Et tu parlais de sécurité. Il y a quand même dans le toucher quelque chose d'extrêmement sécurisant. Et bon, avec les patients qui ont des troubles de l'attachement, quand il peut y avoir suffisamment de confiance pour que le toucher soit présent, la manière dont ça sécurise les patients, est quand même, je trouve, d'autant plus direct que si on passe par des... Alors on peut hein, passer par des chemins un peu de traverse en le faisant en hypnose, etc. Et la voix vient verser, la voix vient toucher. Mais c'est vrai que de pouvoir aussi, on a quand même ce sens du toucher, donc je trouve bien dommage qu'on s'en passe en tant que thérapeute, en tout cas en tant que psychiatre, psychologue, à la base, c'est pas des trucs qu'on doit faire, quoi. En tout cas, dans pas mal de thérapies, on nous apprend pas du tout ça. Et c'est vrai que moi, ça, par exemple, de lâcher cette interdiction-là et de plutôt écouter dans mon corps, quand est-ce que je peux me rapprocher du patient ou pas, et quand est-ce que c'est ajusté, et quand est-ce que ça l'est pas, plutôt que de m'accrocher à une espèce de croyance qui était là, ça a permis des moments, pour le coup, extrêmement forts, Mhm. où on a l'impression qu'il y a quelque chose dans le lien d'attachement qui peut, alors se réparer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas une nouvelle expérience de lien bah, qui s'approche plus du bercement, on va dire, même si c'est juste une main posée, quelque chose de parfois assez simple, mais moi, c'était une autorisation énorme, ça, par exemple, de lever ce blocage-là. Mais c'est tout à fait juste parce que on parle de perception, de sentir, de ressentir. Évidemment, une des manières de sentir et de ressentir peut passer par le toucher. Bah, rappelons-nous quand même, et ça c'est, je sais pas, euh, euh, Daniel Stern, il en parle bien de ces, quand il parle dans ses écrits de ces fameux, de manière très précoce chez l'enfant, chez le nourrisson, de ces schèmes avec, il parle d'expériences sensorielles et motrices qui s'inscrivent profondément. Euh, Quand les intentions sont clairs et quand les effets attendus sont identifiables, bah, effectivement, le travail par le toucher, à ce moment-là, est d'une importance est très puissant. Mais on voit bien, en tout cas, je vais pas dire, l'expérience, moi, me montre que les principaux blocages à rentrer en contact euh, euh, par le toucher sécure, comme on peut l'appeler par exemple, euh, les principaux blocages euh, peuvent venir principalement plutôt de celui qui est à l'initiative, c'est-à-dire du côté du thérapeute, plus que du côté euh, du patient, effectivement, parce que peut-être qu'on n'est pas habitué ou pas plus habitué aussi dans notre société à utiliser cette modalité. On touche, oui, mais on touche, on peut toucher, on utilise un stylo, j'en sais rien, ou prendre la bouteille, ou tourner, enfin prendre le volant de ma voiture, oui, à des fins utilitaristes instrumentale. Mais la question du toucher dans une vision relationnelle, euh, eh bien que là, la question se pose et c'est beaucoup plus compliqué et difficile. Et puis, comme tu le disais, parce que aussi, je veux dire, on est encore pollué, encore beaucoup sur cette question-là, on a encore pollué beaucoup sur euh, des représentations erronées alors que lorsque c'est proposé dans un cadre sécur, je veux dire, une relation de confiance est installée, eh bien, effectivement, je veux dire, on travaille, j'aime pas utiliser le terme de réparation, c'est plutôt, on modifie aussi à la fois à travers les perceptions grâce au toucher, les représentations que la personne peut avoir de ce que c'est que laisser l'autre
rentrer en contact euh, et de faire l'expérience de prendre appui. Parce que il y a parfois comme ça un risque. Je veux dire, le toucher amène à un ressenti et ça peut faire très très peur de ressentir, y compris du côté du thérapeute. C'est-à-dire, imaginons un instant que moi, thérapeute, tout d'un coup, je sois débordé ou envahi parce que une vague d'émotions me prenne. Bah, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Ah, tout d'un coup, cette partie juste humaine, parce que on traite quand même, travailler avec nos patients, c'est quand même travailler ou retravailler des liens, des relations humaines. Et donc, les relations humaines passent par de l'affect. Ah, bah, tout d'un coup, je prenais ce risque-là, bah, je serais sacrément déstabilisé. Et effectivement, peut-être ne plus être dans ce qu'on attend ou ce que j'imagine qu'on attend de moi en tant que thérapeute. Donc oui, c'est un sacré, je vais dire, bouleverse, presque révolution, que tout d'un coup, révolution de tout d'un coup euh, prendre appui et faire l'expérience. C'est pour ça que je pense que vraiment c'est important, c'est progressif, c'est tendre vers, et ce genre d'expérience-là, que d'apprendre à prendre appui sur ses perceptions, que d'apprendre à utiliser, de rentrer en contact, d'aller jusqu'au toucher, nécessite, je reviens sur un point que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, bah, de revenir à des fondamentaux et qui sont les fondamentaux de, je vais dire, de l'espèce de la nature humaine, et c'est comme ça qu'on construit des liens, euh, ça nécessite, oui, de la progression, un apprentissage et de faire un chemin dans cette direction-là, mais sans aucune obligation. Moi, quand je le dis, c'est pas que c'est ça qu'il faut faire. C'est, je ne peux juste dire, et on ne peut juste dire que ces expériences-là que nous faisons, on observe effectivement, je veux dire, quel effet bénéfique ça a dans nos travails thérapeutiques et notamment auprès de personnes qui sont, bah oui, parfois plongées dans un chaos relationnel et une insécurité majeure, que toutes les paroles du monde parfois ne seront pas suffisantes et que ça nécessite de passer par d'autres modalités. Euh, c'est indiscutablement. Ouais, ouais. Et il y a juste une chose que je trouve fondamentale quand même quand on parle du toucher, tu parlais de l'intention. Et bien sûr que c'est ça, je trouve, qui change énormément les choses, et c'est le fait de pouvoir clarifier l'intention et bien sûr demander l'autorisation, le consentement, qui fait que ça devient possible. Parce que quand c'est pas clair, les patients aussi, ils ont leur représentation, les patients traumatisés d'autant plus. Alors, je pense que c'est plus facile pour moi étant une thérapeute femme, même si bien sûr ça peut déjà être très compliqué. Je me doute qu'en étant thérapeute homme, c'est encore parfois différent. Mais en tout cas, c'est vrai que le toucher, Ouais, il y a aussi beaucoup, beaucoup de représentations du côté du patient, quoi. Et c'est vrai que je trouve que il y a quelque chose de très particulier dans notre position de thérapeute, de pouvoir à la fois être très, très clair sur le cadre. Et justement, quand tu parlais des débordements émotionnels, finalement, on a des émotions, elles peuvent être intenses, mais finalement, je trouve que dans ce cadre-là, on travaille à ce que bah, ce soit pas l'espace pour les débordements, et où finalement on cède ou on s'appuie sur le cadre, enfin quand je dis cadre, c'est moins en tant que règle qu'en tant qu'intention. On est là dans l'optique de la thérapie du patient et on est là pour l'accompagner, et qui fait que je trouve finalement que oui, il peut y avoir des émotions fortes, oui, il peut y avoir des larmes, même en tant que thérapeute, ça peut arriver, enfin moi, en tout cas ça mm, m'est arrivé, mais ça reste dans quelque chose qui le plus souvent, en tout cas, je dirais, enfin, en tout cas, j'ai pas fait expérience, moi, de débordement, parce que je pense que c'est très aidant de savoir ce qu'on fait là et pourquoi on est là avec le patient. Et c'est vrai que cette manière de se promener, on va dire, entre, d'un côté, pouvoir être très, très dans le corps et laisser venir, et en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, être observateur et être très mm. méta de ce qui est en train de se passer, et observateur de ce qui se passe chez nous, ce qui se passe chez le patient, ce qui se passe dans la relation, qui fait que euh, bah, ça contient finalement le thérapeute aussi, quoi. Mais complètement. Si tu Pardon, permets, vas-y. justement, j'étais en train à vous écouter de me dire,
est-ce que c'est justement pas la difficulté, voire l'incapacité des thérapeutes à accueillir le fait d'être touchés qui obscurcit l'intention et qui crée justement paradoxalement euh, des réponses inappropriées, voire dysfonctionnelles. Hmm. Et il y a quelque chose Oui, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé quand j'ai regardé Erickson, alors évidemment à travers des vidéos pratiquées, c'est c'est que d'abord, il pouvait avoir une proximité avec la personne qui était conséquente et et qui savait par son expérience et par son vécu, puisque je ne sais pas s'il a fait de la méditation, mais en tout cas d'être resté bloqué dans un lit avec le corps paralysé, ça doit quand même hmm, amener à des expériences de flow malgré lui pour exister. En tout cas, il savait de manière très précise toucher avec le regard, toucher avec la voix et oui, toucher surtout avec quelque chose aussi, parce qu'on parle du toucher tactile, hmm, mais, mais toucher avec la présence. Et que oui. de croire que, je dirais même que ça va plus loin, pour moi la légitimité, c'est parce qu'on accepte d'être influencé qu'on peut influencer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je rebondis tout de suite parce que pour pas tellement l'idée, je suis d'accord. Ce qui fait obstacle et ce qui obscurcit la clarté de l'intention, et elle est essentielle, c'est effectivement quand le thérapeute se met à se débattre avec lui-même. Donc pendant qu'il est occupé à se débattre, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il envoie des informations qui peuvent être d'ailleurs contraires à son intention de départ. Quand on dit l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions, c'est-à-dire, mais c'est pas ce que je voulais. Et oui, mais pourtant, c'est l'information Oui, qui est, qui est renvoyée et du coup qui peut être vécue effectivement dans l'implicite, comme de l'évitement, du rejet, etc., de la part de la personne, de la part du patient. Donc, oui, enfin, en tout cas, dans ce qu'on enseigne, évidemment que le thérapeute a tout intérêt euh, à, en tout cas, à expérimenter dans un cadre, bah oui, dans un cadre qui lui permet d'expérimenter, donc dans un cadre de formation, de manière sécure, d'expérimenter euh, une autre voie qui va lui permettre de clarifier justement ses intentions et la portée justement des actes, ensuite des actes thérapeutiques. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, tu sais, je voulais rebondir, Dina, quand tu disais, bah, c'est peut-être encore plus difficile, je ne sais pas, quand on est un homme thérapeute, Mm. etc. Très sincèrement, euh, euh, la question, enfin, ne s'est jamais posée, pour moi, en ces termes, à partir du moment où euh, euh, touché, et je veux dire, et par résonance, voilà, que l'autre soit touché, je l'ai toujours, en tout cas, si je devais, par une métaphore, enfin, corporellement, si je devais le jouer pour que ce soit plus explicite, c'est-à-dire que euh, quand j'envoie ces informations à partir du moment où je me suis mis en lien avec ce qui me traverse, je l'envoie toujours comme quelque chose qui, je ne peux pas dire faire autrement que qui se diffuse en fait. Vous voyez, comme mes mains qui viennent se diffuser et qui embarquent un ensemble, comme une, je veux dire, si on devait donner la forme d'une enveloppe, ça serait, vous voyez, d'une enveloppe ou d'un enveloppement. C'est à la fois, bien sûr, ça s'adresse à la personne qui est là, mais ça se diffuse dans mon intention. C'est comme si ça allait se diffuser au-delà de cette personne. Si on était autrement, je dirais que ça s'adresse, oui, à la personne, parce qu'il y a une personne singulière, un individu que je perçois, mais c'est comme si je l'envoyais en direction de son monde relationnel, cet acte-là aussi. Donc, ça va avoir, et ça peut rebondir, ou avoir des effets autres. Mais pour ça, faut-il encore qu'effectivement, je veux dire, l'intention, donc la représentation du thérapeute, soit suffisamment claire. Voyez, parce que, bien sûr, quand je dis suffisamment clair, c'est-à-dire, bah, euh, qu'est-ce qui m'amène à pouvoir faire ça, m'autoriser, est-ce que, euh,
je ne vais pas reprendre le titre d'un bouquin célèbre qui était Est-ce qu'un président devrait dire ça? Ben, on pourrait dire est-ce qu'un thérapeute devrait faire ça? Euh, je crois qu'on s'est enfermé dans beaucoup de carcans, en fait, hein, voire d'idéologies qui nous ont empêchés, euh, à des fins peut-être, je vais dire, volontaires ou pas, j'en sais rien, mais qui nous ont empêchés justement de nous éloigner de la relation justement. Donc, mais ça, c'est le travail que le thérapeute, j'ai envie de dire, a à faire aussi sur lui-même. Et c'est sans aucune obligation ou c'est je le dis juste que de mon point de vue, c'est le travail que le thérapeute a à faire et de se mettre en lien aussi avec ses propres représentations et que c'est parfaitement OK si c'est quelque chose auquel il n'adhère pas et avec lequel et c'est une manière de faire avec lequel il ne souhaite pas travailler. On ne peut que témoigner là, à cet instant, des effets que nous observons et des témoignages que nous avons en retour. Mais oui, ça se fait pas n'importe comment, c'est pas dire pour dire, c'est pas partager pour partager, c'est c'est des actions voilà, il s'agit aussi, et ça c'est un vrai travail chez le thérapeute, c'est un vrai effort qu'il a à faire aussi de clarifier ses intentions. Alors on a cette capacité en tant qu'individu dans l'espèce humaine de se mettre en position méta, comme on dit, euh, et je pense que c'est vraiment certainement un des travails les plus difficiles que de pouvoir se mettre en observation de soi-même, d'être en observation de ce qui se passe chez l'autre et d'être en observation du fruit de nos interactions. Enfin, les trois niveaux hein, qu'on connaît et qu'on décrit. Et je trouve que, enfin, pour moi, c'est l'histoire, c'est tout le travail, c'est tout le chemin, c'est tout le travail d'un thérapeute et je dis pas qu'une fois qu'on y est, c'est terminé. C'est c'est la voie à développer. Et que être dans son corps, incarner une posture, euh, développer une présence thérapeutique, je trouve que permet de favoriser cette position-là, centrée et décentrée. Et je voulais réagir aussi à ce que tu disais, Eric, sur assez simplement, en fait, sur le influencer et être influencé. Bah, c'est quand même un incroyable cadeau une fois qu'on accepte ça. Parce que mine de rien, enfin, je trouve que du coup, chaque consulte devient tellement vivante et nous rend tellement vivants. Et on n'est plus du tout dans un truc automatique. Il arrive qu'il y ait des consultes où on n'arrive pas à être dans cette présence-là. Moi, quand c'est le cas, je suis épuisée à la fin, alors qu'il s'est rien passé et que quelque part, j'étais beaucoup moins engagée. Mm. Je sais pas, des patients qui veulent juste un traitement avec qui j'arrive pas à sortir enfin voilà, à entrer vraiment en relation. Il s'est rien passé, mais je pourrais aller faire la sieste pendant 2 heures en sortant de ces consultes-là, alors que d'autres où je me suis laissée traverser par des trucs super difficiles, mais où on était en lien, Mm. et où ça m'a influencé, ça m'a Mm. touchée, ça me rend vivante en fait aussi. Tout à Et fait. du coup, enfin, il y a quand même quelque chose C'est un cadeau quoi, aussi. Mm. Euh, Dina et Stéphane, il est -10. Ah déjà? D'accord. Ok. Donc nous allons arriver D'accord. à la fin de ce webinaire tout à fait passionnant. Donc ce que je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, c'est de pouvoir témoigner si vous avez quelque chose à dire, une conclusion, voilà, Euh, pour que nous puissions finir ce très beau webinaire. ouais. Je sais pas, enfin, Dina, est-ce que tu veux démarrer ou Bon, bah, j'ai un peu l'impression que ce que j'étais en train de dire est peut-être quelque c'était chose qui serait la conclusion pour moi, dans le sens où, C'est OK? ouais, je dirais qu'il y a quelque chose euh, de cette aventure-là, je trouve. Et comme tu dis, c'est une aventure que j'ai l'impression qui est en cours et qui sera en cours mois pour mois. J'ai l'impression, toute ma vie de thérapeute en tout cas, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un cadeau de pouvoir vivre ça à la fois en tant que thérapeute, mais aussi en tant que personne, quoi, tout simplement. C'est-à-dire, ça me permet de travailler des choses sur moi que j'aurais pas travaillé si j'avais pas accepté d'être influencée et que ça résonne en moi de cette manière-là. Mm. Donc voilà, j'ai juste envie de remercier les patients, je crois, pour finir. Mais c'est super. Avant que tu finisses, Stéphane, Ouais. pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Dina, j'ai l'habitude de dire que quand
quand on se croit arrivé et qu'il n'y a plus d'aventure, il vaut mieux arrêter, hein, Oui, on est d'accord. C'est et aller faire autre chose. euh, Vas-y, je te donne la parole. oui, juste quelques mots peut-être qui résument un peu la pensée. Je pense, je me disais que tout simplement, nous sommes enfin, c'est un état d'être fondamental, je trouve. Enfin, nous sommes des êtres de perception, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon. Donc, puisqu'elle est là, autant la mettre au service de manière incarnée, autant la mettre au service du travail thérapeutique, puisque cette perception, c'est pas juste quelque chose en soi, à soi qui nous appartient, mais ce que l'on perçoit, ce qui nous traverse. Je trouve que c'est éminemment relationnel et elle nous facilite, je trouve, quand on apprend à en faire l'expérience et à s'appuyer dessus, elle nous est très utile et justement à pouvoir percevoir, que ce soit chez soi ou chez l'autre, voilà, j'allais dire, ce qui dessine son propre monde relationnel. Donc, euh, faisant, apprenons à utiliser, voilà, à des fins de soins, de thérapie, ce corps et, euh, et nos corps, en fait, parce parle du corps du thérapeute, mais évidemment, euh, sous-entendu, c'est corps du thérapeute et corps corps du patient, évidemment. Voilà de ce que je dirais comme ça, pour conclure et pour résumer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nina? Bah non, hormis peut-être vraiment vous remercier de l'invitation et de l'échange parce que c'était un plaisir et ça ouvre encore plein de réflexions. Donc merci beaucoup pour ça. Oui, eh ben, c'est partagé. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous deux pour ce webinaire et nous reprendrons les webinaires maintenant après les vacances de Noël. Voilà, bonne soirée à vous tous et à vous toutes et merci Dina pour ton enthousiasme et, et tout ce que tu peux partager de vivant dans ton expérience et merci à Stéphane pour aussi Merci. toute cette richesse que tu amènes. Et ben, bonne soirée. Et puis bonne Bonne soirée à vous soirée tous et à vous toutes. Et à bientôt. et de bonnes fêtes Et de bonnes fêtes Bonne à fête à tous. tous. d'ici là. Voilà. Tu peux couper Oui, je sais pas faire ça. tu sais, si, si, tu sais, tu vas sur enregistrer, ou alors ça apparaît en bas, peut-être. Tu sais, Oui, je. Non, non, c'est bon, hein. là, pour l'instant, ça tourne toujours, l'enregistrement. Ah oui. Et ouais. L'enregistrement aussi. Ou alors c'est dans le menu en